Bonjour à tous, c'est Nicolas Martignol, je vous donne rendez-vous dans cette deuxième vidéo pour analyser le modèle de données de l'application de la billetterie de Devox France. Aujourd'hui, on va reprendre la suite de notre première vidéo et on va se concentrer sur l'analyse du modèle de données qui permet à la conférence Devox France de vendre ses billets. Qu'est-ce que c'est qu'une réservation ? Qu'est-ce que c'est qu'une place? Qu'est-ce que c'est qu'une inscription? J'ai besoin de vous montrer cette partie-là et je vais vous montrer comment on utilise Claude Code dans le cadre de la migration pour comprendre un peu le modèle de données. Alors, l'objectif de ces vidéos, c'est de vous montrer comment on peut prendre une application existante qui est critique pour un business et comment on peut la migrer en utilisant Claude Code. Et c'est aussi de s'amuser, de découvrir et de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va se mettre dans cette configuration. Donc là, vous me voyez, je suis en bas à gauche et je me suis remis sur l'endroit où nous sommes arrêtés dans la dernière vidéo, qui est la description du fichier claude.md. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo si vous arrivez sur celle-ci pour mieux pouvoir comprendre. Alors, première chose, ce que nous avons besoin de faire, c'est de dire à Claude Code comment trouver de la documentation. Parce que le souci, c'est que dans ce que je vais faire, je vais avoir besoin que Claude Code soit en mesure de lire la documentation des librairies, des outils que je vais utiliser. Et pour faire ça, nous allons utiliser un serveur MCP et nous allons utiliser un site qui est génial, qui s'appelle Context7. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Alors, je vais me mettre en affichage plein écran. Voilà, j'ai disparu de la vidéo et nous allons prendre tout simplement un navigateur web. On va se mettre ici. Voilà, désolé, je galère un petit peu. Et sur ce navigateur web, nous allons regarder comment configurer Context7. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un serveur MCP? Vous allez m'entendre et vous allez me voir utiliser différents serveurs MCP durant cette petite série de vidéos. C'est un moyen en fait de rajouter à Claude Code des fonctionnalités sympas. Des fonctionnalités que Claude Code n'a pas par défaut, comme par exemple, ici, là, ce que je veux, moi, c'est de la documentation à jour. Donc en fait, Context7, c'est un site et qui propose l'ensemble des librairies les plus populaires, les frameworks les plus populaires, et avec un accès pour Claude Code avec la dernière documentation disponible. C'est super pratique parce que quand Claude Code va générer du code, ça va éviter qu'il hallucine ou qu'il utilise des versions de librairie d'il y a un an ou deux et qu'il m'écrive du code qui est déjà obsolète. Et donc grâce à ce système-là, et lorsque je vais lui demander de l'utiliser, il va être en mesure de simplement me donner la bonne documentation. Et là où c'est aussi sympa, c'est que ça va nous permettre de mieux comprendre des parties du logiciel et des technologies qu'on va utiliser. Donc Context7, comment ça s'installe? Vous avez la possibilité de demander une clé si vous voulez avoir vraiment un usage et plus d'appels, mais il y a de base un système gratuit et limité qui vous permet d'utiliser Context7. Et donc dans la documentation, on va prendre cette partie-là, on va juste pas prendre la partie API Key et on va essayer, on va voir ce qui se passe. Je ne l'ai pas refait depuis un certain temps. Là, je suis dans mon éditeur de code, j'ouvre mon terminal, j'ai mon Claude Code qui est ici. Si je regarde MCP actuellement, vous voyez, je n'ai rien de configuré. Je vais quitter Claude Code, donc là ensuite je me retrouve dans mon terminal classique. Je vais copier-coller la ligne que vous avez vue là sur la page GitHub, on va regarder ce qui se passe. Donc là, il me dit qu'il a rajouté le serveur MCP Context7, et je relance Claude ensuite, et je relance la commande MCP, et donc là, on voit que effectivement Claude maintenant est connecté avec Context7 et qu'il va pouvoir s'en servir. Alors, comment ça fonctionne? On va lui dire... Donc là, ce que je vais lui faire, je vais lui demander de m'expliquer une commande de Redis qui s'appelle zadd, et je vais lui demander de prendre Context7 pour pouvoir répondre à ma question. Je le fais un peu pour vérifier que ça fonctionne, d'accord? Donc prenez-le comme un exemple. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Claude Code vous répond d'abord, ok, je vais regarder ce que fait la commande zadd. Et là, il vous met en dessous qu'il va utiliser Context7. Donc là, il fait bien appel au serveur MCP. Et qui va appeler effectivement la résolution de cette librairie. Et là, il me demande simplement, est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux le faire? Donc là, je vais lui dire, vas-y, continue. Et je vais même lui dire, écoute,
Quand c'est du Context 7 Resolve Library ID, s'il te plaît, ne me demande pas chaque fois. Je te laisse la possibilité de le faire pour toi. Donc là, c'est important, comme ça, vous attendez pas toutes les 5 secondes et vous n'êtes pas obligé de valider. Je profite aussi, vous devez entendre dans la vidéo des petits bruits, des petites musiques de temps en temps, notamment quand en fait Claude a terminé. Ça, c'est un truc, bon, je vais pas le présenter, il y a des vidéos sur YouTube qui le font très bien, mais j'ai configuré deux hooks qui sont en fait des commandes que Claude va exécuter quand il a besoin que je lui donne un input, que je valide ou que je refuse une de ses commandes, et aussi lorsque Claude a besoin tout simplement de me dire qu'il a terminé. Donc les petits bim bim, les petits trucs que vous entendez, c'est simplement Claude Code qui vient nous dire qu'il a fini son travail. Revenons à notre prompt. Qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? On voit qu'il a trouvé la doc. Et pourquoi c'est intéressant de faire ce genre de choses et pourquoi on va s'en servir? Parce qu'en fait, vous verrez que quand on va migrer le modèle de données, il y a pas mal de code de Redis, il y a pas mal de commandes. Et pour que la migration se passe correctement, il va falloir que j'explique à Claude Code les commandes que j'utilise, et j'ai pas envie de le faire pour chacune des commandes, donc à un moment donné, je lui dirai, Claude, le projet utilise Redis, et voilà les commandes que j'utilise, et si tu as besoin de comprendre ce que j'ai fait quand j'ai écrit ce code-là, tu peux prendre Context 7, et ça devrait te donner assez d'informations pour que tu puisses comprendre. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que quand on fait ce genre de projet de migration, il faut passer pas mal de temps sur les fondations. Et vous allez voir qu'en fait, le travail de préparation est vraiment, vraiment important. Que ouvrir un terminal et dire « migre-moi ce projet-là de A vers B », ça marche que dans les films et que sur les démos des youtubeurs, mais la réalité, elle est un peu plus nuancée. Si on veut faire ça de manière carrée, en fait, l'idée, c'est quand même de le booster et de lui rendre le travail un peu plus facile. Et surtout, ça va coûter beaucoup moins cher. Donc on est dans cette vidéo parce qu'en fait on voudrait comprendre un petit peu le modèle de données. Alors on va regarder un petit peu la structure du projet. On est sur du Play Framework, c'est du MVC, donc ça n'a rien de compliqué à lire. Il n'y a pas besoin d'être développeur Scala pour regarder le code. Donc il y a pas mal de code dans cette partie-là, et donc dans le répertoire application, on va aller se balader dans la partie modèle, et voilà un peu toutes les entités. Alors je vais réduire ma fenêtre. Hop, je vais même me mettre de l'autre côté de l'écran. Voilà toutes les entités qui font l'application de billetterie de Devoxx France. Il y a des personnes qui s'inscrivent, il y a des personnes qui font des achats, il y a des tickets, il y a des gens qui sont en liste d'attente, il y a des golden tickets, il y a des free tickets, il y a des gens qui payent en avance ou qui payent en plusieurs fois, notamment les grosses entreprises. Lorsqu'il y a eu le Covid, il a fallu que j'implémente le remboursement. Bref, on a des choses assez sympas. Et pour vous expliquer ce que je vais demander dans quelques instants à Claude Code, je vais d'abord... je réfléchis si je le fais avant ou pas. Bon, on va voir. Ouais, on va faire ça. Alors, on va demander à Claude Code... Alors, je lui fais le prompt et après je vous explique. Voilà, je vous reprends maintenant, j'ai tapé mon prompt. Alors je vous explique comment j'ai écrit mon prompt. Première chose, quand vous bossez avec Claude Code, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire une conversation comme avec votre meilleur pote, et donc faire plusieurs séries de prompts et discuter avec votre système. En fait, il faut penser tâche unitaire, il faut penser à une activité de A à Z avec un résultat, et il faut envoyer en une seule fois ce que vous voulez. Et évidemment, après, vous allez voir, je vais rajouter des choses, je vais aller vers un chemin ou vers un autre, mais le prompt initial que j'ai écrit sur mon écran, c'est vraiment d'analyser les fichiers qui sont dans le répertoire models, de regarder leur structure, éventuellement s'ils ont des relations les uns par rapport aux autres. Et ce que j'aimerais bien à la fin, pour vous expliquer comment ça marche, c'est d'avoir un modèle visuel de cet ensemble d'entités. On va lancer ça et on va voir ce qui se passe. Donc je lance Claude Code.
Et c'est parti. J'utilise une licence Claude Max, licence Devoxx France. Merci à la conférence de me sponsoriser. Et cette licence coûte 90 € par mois. Et en vrai, le volume, le nombre d'appels, enfin la quantité de ce que vous pouvez faire est quand même assez important. Par contre, j'ai une fenêtre d'utilisation de 5 heures par jour. Donc ça veut dire que au bout de 5 heures d'utilisation de Claude Code, je dois attendre pour pouvoir réutiliser, soit plus tard dans la journée, soit parfois uniquement le lendemain matin. Voilà. 90 €, c'est pas beaucoup. Ça paraît peut-être beaucoup d'argent, mais en fait, c'est pas grand-chose et c'est limite. Voilà. C'est sympa, mais on peut arriver aux limitations. Dans mon entreprise, parce que en dehors de Devoxx France, je travaille chez Back Market où je suis principal engineer depuis janvier 2024. On a aussi des licences Claude Code, mais on a un autre système de pricing qui est basé simplement sur l'utilisation. Donc ça veut dire en fait qu'on a un volume global pour l'ensemble des développeurs. Et un développeur qui se sert énormément de Claude Code va peut-être dépenser 1500 ou 2000 $ pendant un mois. Et à contrario, un développeur qui s'en sert très peu va dépenser 0 € ou 10 $. Et c'est un système en fait qui fonctionne bien parce que quand les gens sont en vacances, vous ne payez pas pour rien. Et quand les gens en ont réellement besoin, ils ont accès à un système qui leur permet de ne pas avoir de limites et de vraiment, vraiment travailler de manière la plus efficace. Et on parle de développeurs professionnels dans une entreprise où il y a à peu près 280 développeurs. Et les gens, en fait, comme c'est leur outil de travail, ils ont un usage raisonné. Ils s'en servent pas pour autre chose que pour travailler, pour se faire expliquer du code, faire des migrations. Et j'ai aussi discuté avec mes anciens collègues de Doctolib qui sont un peu plus avancés que nous là-dessus. Et ils ont la même façon de fonctionner. Et ça marche super bien. Et surtout, c'est sécurisé dans un environnement qui est sécurisé pour éviter que du code se balade dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat et est-ce que le résultat est utilisable et est-ce qu'il est satisfaisant? Alors, sur ce prompt, excusez-moi si je galère un petit peu. Boum, 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 boum. Donc là, quand j'ai lancé mon prompt, j'ai utilisé une petite astuce que vous verrez de temps en temps. Think deeply, c'est intéressant quand vous voulez que Claude vous explique un petit peu la façon dont il raisonne. Et quand vous êtes sur des choses que vous ne maîtrisez pas tellement, c'est pas mal de voir comment il s'y prend. Donc là, ce qu'il a fait, il a dit l'utilisateur aimerait documenter la partie modèle de son projet web, et il veut en particulier que je me concentre sur ce répertoire-là. Donc là, en italique, en fait, en texte italique et en grisé, il vous raconte un petit peu son chemin de pensée. Et après, là, il me parle, il me dit, ok, c'est parti mon kiki, j'y vais. Donc là, j'ai 23 fichiers là-dedans, j'analyse mes fichiers, et ainsi de suite. Et là, il dit, alors, le système d'inscription de Devoxx France, donc vous voyez, avec le fichier claude.md, il sait un peu de quoi il parle. Et là, il va pouvoir commencer à m'expliquer un petit peu les relations. Il comprend qu'il y a vraiment 3 objets au cœur du système. Registrant, donc les gens qui font une réservation, c'est ce que vous voyez sur l'écran. La registration, une inscription. Et ensuite, la partie order, qui est plus la quantité que vous avez achetée. Si vous en avez commandé plus de 50, vous pouvez avoir une réduction et ainsi de suite. Donc order, c'est vraiment la partie financière. Et registration, c'est la partie opérationnelle qui permet de gérer en fait pas mal de choses dans le système. Et la partie order, c'est vraiment plus ce qui est lié au prix et ainsi de suite. Et après, donc il y a différentes choses. Donc registration flow et history. Donc là, c'est pour représenter un peu le cycle de vie d'une inscription. Elle est nouvelle, elle est en attente, elle a été payée, elle a été annulée. Donc là, il y a vraiment cette représentation-là. Toute une partie financière. Donc il y a des mouvements financiers, des factures, des remboursements. Il y a des entreprises qui payent en plusieurs fois. Donc on a tout ce genre d'informations. Et après, il y a un domaine qui est la partie ticketing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous demander de configurer vos 40, 50 ou vos 10 places. Et donc ça, c'est la partie ticket qui rentre en ligne de compte. Et donc là, on a les tickets. On a les ticket sheets, les feuilles de tickets. Alors c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui ne servent plus aujourd'hui, malheureusement, qui sont la taille des t-shirts. Pendant un temps, vous aviez droit à un t-shirt quand vous veniez à Devoxx France.
Quand on était 2000 personnes, c'était jouable, mais avec 4000 personnes, en fait, ça coûte excessivement cher. Et 4000 t-shirts, ça représente 2 camions de 38 tonnes. Et on a dit à un moment donné qu'on allait arrêter. Déjà, 2000 t-shirts, on avait du mal à gérer et il nous en restait parfois à la fin. En termes d'écologie, c'est quand même pas le truc le plus fou. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté les t-shirts quand la conférence est devenue trop grosse. On a des tickets particuliers. Alors, c'est free ticket. La presse, les sponsors, les organisateurs, quelques invités, mais il n'y a pas beaucoup d'invités. Les golden tickets, on s'en fiche, on s'en servira plus. Et on a une liste d'attente qui est malheureusement assez bien connue des gens, parce que l'année dernière, on a ouvert le 1er décembre à 9h, et à 9h17, on avait vendu toutes les places. Et donc à 9h18, la liste d'attente s'est mise en route, 1er décembre 24, pardon. Et en février 2025, on a pris tous les dossiers qui n'étaient pas payés, on les a tous annulés, et toutes ces places-là, on parle de 350 places, on les a remis en vente directement aux gens qui étaient en liste d'attente par tirage au sort. Donc il y a tout un système de tirage au sort qu'on verra pendant ce projet. Après, il y a d'autres trucs pas super méga intéressants, et puis bon, après, il y a toutes les relations, une personne qui fait une inscription peut faire plusieurs inscriptions, une inscription n'a qu'un seul order, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, pour des gens qui font de la programmation, ça devrait vous parler. Et ce modèle de données, il est pas très compliqué. Et, il a parfois un petit peu évolué, mais il est assez robuste parce qu'il existe depuis 2014. Et là, on est le 9 septembre 2025. Et ça continue à bien marcher. Et en vrai, sur le papier, je pourrais juste réouvrir le site web de 2025, mettre un coup de peinture, mettre les prix à jour, et puis voilà. Mais je souhaite, avec cette vidéo, vous faire quelque chose de différent. Alors moi, je me serais plus attendu quand même à un truc un peu plus visuel. Donc là, vous voyez que Claude Code, c'est dans un terminal. Donc ce qu'il raconte est vrai, intéressant. Mais bon, je suis pas ultra convaincu que quelqu'un qui ne connaît rien à Redis puisse comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Alors, on va lui demander de... Alors, ce que je demande, c'est que cette analyse-là, parce qu'elle va être quand même assez importante pour faire la migration, il me la sauvegarde dans le fichier claude.md, comme de la doc. En fait, claude.md, c'est un super readme pour les gens qui commencent à travailler sur ce projet-là. Voilà. Globalement, honnêtement, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Ça nous permet de comprendre un petit peu le modèle de Devoxx France sur la partie analyse. Donc, premier usage de Claude Code que je viens de vous montrer. C'est un outil qui est vachement sympa pour vous expliquer du code. Quand vous débarquez sur une code base et vous rejoignez une équipe, vous pouvez utiliser Claude pour simplement vous faire expliquer les choses. Et c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Ça permet de ne pas perdre de temps à attendre que quelqu'un vous explique. Ça permet de ne pas attendre qu'une documentation, qui est peut-être même d'ailleurs pas à jour, vous soit envoyée. Première chose que vous pouvez faire avec Claude Code, vous pouvez regarder le code source de votre projet existant et vous pouvez vous faire expliquer les choses. Et ça, c'est super intéressant. Voilà pour cette deuxième vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Je vous remercie. C'était Nicolas. À bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire, le petit pouce pour nous encourager. Et je vous dis à bientôt.